Donc déjà, bonjour à tout le monde, hein. Merci d'être avec nous pour ce webinaire. La session d'aujourd'hui, donc, êtes-vous et vos fournisseurs prêts pour la vérification MACF? Je pense que déjà, il y a deux termes dans ce titre qui vous font peur, le MACF et la vérification. Aujourd'hui, on va essayer de simplifier, de réduire cette peur sur les deux, mais principalement sur la partie vérification. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai le plaisir d'avoir avec moi Benjamin de Chaptois. Benjamin, si tu veux te présenter en quelques mots, je te laisse. Ouais. Merci Loïc. Bonjour à tous. Donc, je suis Benjamin Le Chaptois, je suis directeur carbone et climat chez Bureau Veritas. Donc, mon rôle chez Bureau Veritas, c'est de superviser l'ensemble du portefeuille durabilité du côté Bureau Veritas, donc toute verticale, donc de l'industrie au bâtiment, en passant par les sujets certification ou biens de consommation. Et dans le cadre de mes fonctions, j'ai un focus particulier sur les réglementations européennes. Et aujourd'hui, on va parler de MACF ou CBAM en bon anglais. Je sais qu'ils ont aussi un terme différent en espagnol que j'oublie à chaque fois, mais il y a MACF, CBAM, mais il y a un autre terme aussi qui est utilisé. Possible. Et du coup, de mon côté, donc moi c'est Loïc, je suis responsable du marché français et anglais chez Dubrinck. En termes d'arrière-plan, moi j'ai grandi en Asie, j'ai passé 14 ans à l'étranger, j'ai aussi travaillé auprès d'usines directement au Cambodge, au Vietnam, en Chine, à Shenzhen pour ceux qui connaissent. Et puis aujourd'hui, je suis du coup en partie consultant et commercial pour Dubrinck, que ce soit du coup pour la France, pour des importateurs en France, mais également pour l'Angleterre, ce que vous verrez par la suite. Mais brièvement que le marché anglais aussi a son propre MACF qui a été annoncé, qui sera présenté à partir de l'année prochaine. Mais bon, ça c'est un webinaire en lui-même tout seul. Alors déjà, pour vous faire l'agenda d'aujourd'hui, hop. Donc, tout d'abord, on va voir rapidement comment vous pouvez poser des questions, interagir. Après, oui, on va peut-être de toute manière vous ouvrir directement les microphones si vous souhaitez poser des questions plus en live, peut-être faire ça un peu plus en version masterclass. Ensuite, ça va être un rappel sur qu'est-ce que le MACF, la situation à l'heure actuelle et à quoi s'attendre par la suite. Je vais du coup ensuite faire la connexion et une brève présentation sur nous, Dubrinck, qui on est, notre rôle finalement par rapport au VCF. Et ensuite, et le plus important, ce qui nous amène sur ce webinaire d'aujourd'hui, c'est la partie vérification, où je passerai du coup la main à Benjamin qui fera une présentation également sur le sujet. Et enfin, nous aurons du coup des questions-réponses. Mais dans tous les cas, n'hésitez pas à poser vos questions, etc. Je vais vous présenter de toute manière comment faire ça. Donc, directement depuis Google Meet, vous avez l'option d'ajouter des sous-titres. Bon, ça, c'est pour ceux qui peut-être nous joignent et parlent pas très bien français. Ça vous permet aussi de suivre. Ou tout simplement, si vous pouvez pas nous écouter en direct, mais vous pouvez lire. Bon, voilà. Il y a l'option sous-titres. Il y a sinon, et sur quoi ça serait superbe, n'hésitez pas à poser vos questions. En bas à droite, du coup, il y a une petite grille qui vous permet, de cliquer dessus, de poser des questions. Et puis, s'il y a des questions particulières que vous voyez qui vous intéressent, que quelqu'un d'autre a posé, vous pouvez mettre un petit j'aime qui les mettra plus en avant. De toute manière, on aura le temps de les adresser. On a 1 heure devant nous et de toute manière, tout est enregistré, enfin l'appel sera enregistré, sera présenté, sera partagé par la suite. Donc voilà. Donc pas de souci à ce niveau-là. Alors, tout d'abord, on va faire un petit rappel sur qu'est-ce que le MACF, quelle est la situation à l'heure actuelle. Je pense que c'est bien quand même de comprendre un peu vraiment le début, en restant quand même assez bref, mais si je repars en arrière, donc on est en 2005. En 2005, la Commission, l'Union européenne adresse et présente le sujet de l'ETS, finalement, met en place le système de l'ETS, qui, si je ne me trompe, bon, Java, tu me corriges, c'est SEQU en français. C'est ça, c'est ça. Et concrètement, le principe était simple. Si vous polluez, si votre usine pollue en Europe, vous allez payer, donc pollueur payant. C'était un peu le principe qui était derrière. Ce qui s'est passé, qui était un peu logique, c'est que quand ils ont mis ça en place, cette taxe, si on puisse dire, en Europe, les usines en Europe se sont dit, bon, si on se retrouve à payer pour la pollution qu'on émet en Europe pour nos usines en Europe, bon, on va se délocaliser. Ou sinon, je vais faire appel à un sous-traitant ou à un fournisseur en Chine qui, lui, pollue et lui ne paye pas. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Du coup, l'Union européenne, bon, ils ont un petit peu paniqué sur le sujet. C'est ce qui nous amène avec les quotas gratuits. C'est tout simplement dire, c'était pour éviter que tout le monde se délocalise. On dit, OK, si vous restez ici, on vous donne des passes. Un pass gratuit pour polluer, tout simplement. Le seul problème avec ça, c'est comme vous pouvez l'imaginer, l'idée quand même derrière, c'était pas juste une question de taxer, c'est pas dans le but. C'était quand même d'essayer de réinvestir cet argent pour pouvoir
proposer des projets plus verts sur le long terme et de les réinvestir sur des sujets verts par la suite au sein de l'Union européenne. Donc, on se retrouvait avec cette situation, on a des usines en Europe qui du coup maintenant se retrouvent avec des passes gratuits pour polluer, mais comme une grande majorité ont commencé à se délocaliser, donc tout simplement faire appel à un fournisseur en dehors de l'Union européenne. Et c'est ce qu'on appelle le carbon leakage. Ce carbon leakage, c'est tout simplement, ils se sont délocalisés et maintenant il y a quand même une émission qui est réalisée, mais c'est fait à l'étranger, donc elle est tout simplement pas, il n'y a pas de paiement qui est réalisé dessus. C'est ce qui nous amène à 2019. Le fameux MACF est annoncé. Et le principe du MACF, c'était, on va essayer de rééquilibrer tout ça. Maintenant, si vous produisez en Europe, vous allez payer pour la pollution que vous émettez. Mais ce sera également le même cas pour celui qui fait appel à une usine à l'étranger en dehors de l'Union européenne. Donc le MACF, qui est donc le CBAM, si vous préférez, donc qui est le mécanisme d'ajustement de carbone aux frontières, ou de Carbon Border Adjustment Mechanism, aujourd'hui, il est en Europe. Mais comme je vous disais, il sera par la suite également étendu sur d'autres pays. Le premier, c'est l'Angleterre, puisque il y a quand même une rentrée d'argent, puisque c'est l'importateur qui doit payer pour le MACF, mais il y a cette rentrée d'argent qui va se faire au niveau, comment dirais-je, qui se fait sur le côté européen. Et donc l'Angleterre, par exemple, voit aussi un bénéfice ici, mais ça, c'est je dis entre guillemets, parce que là, c'est vrai que sur papier, je pense que Benjamin me dira pareil, c'est vrai que sur papier, on essaie tous d'être plus verts, on fait ça correctement, bien évidemment. On n'est pas là pour juger là-dessus, c'est juste mon point de vue sur la situation. Voilà. Mais du coup, le MACF, oui, il va grandir, et vous verrez sur une autre slide qu'il y a même d'autres pays, tels que la Turquie, l'Australie, qui aussi sont en discussion à ce niveau-là. Néanmoins, le MACF, donc cette taxe, si je puis dire, entre guillemets, elle impacte seulement certains secteurs. Bon, seulement, c'est quand même ceux qui polluent le plus, d'après la Commission de l'Union européenne, qui est donc le fer et l'acier, l'aluminium, le ciment, les engrais et l'énergie, qui est plus spécifiquement l'électricité et l'hydrogène. Et cette taxe, entre guillemets, c'est seulement appliquée sur des importations de biens qui est de 50 tonnes et au-delà. Donc si aujourd'hui, moi j'importe moins de 50 tonnes de biens MACF au sein de l'Union européenne, je suis exempté de payer le MACF. Maintenant, je tiens quand même à préciser ici qu'il n'y a aucune garantie à 100% que d'ici quelques années, cette quantité ne sera pas réduite. Et donc, c'est quand même à faire attention, et il y a quand même une certaine importance que si vous êtes dans ces catégories de biens, dans ces secteurs, pardon, n'hésitez pas à commencer déjà à voir avec vos fournisseurs s'ils sont dans la capacité de finalement connaître leurs émissions. Justement, c'est sur quoi on va en venir. Donc, la fameuse émission, je pense que, comme beaucoup, quand vous voyez ces fichiers Excel ou la Communication Templates, vous avez peut-être déjà fait des cauchemars et franchement, vous ne serez ni les premiers ni les derniers. Voilà. Aujourd'hui, je parlais d'émissions, mais en fait, aujourd'hui, comment cette taxe, comment je la paye, c'est moi, importateur, je dois dire à mon fournisseur, la Commission européenne veut que tu m'indiques tes émissions. Pour faire cela, tu dois remplir ce fameux Communication Template, qui est un fichier Excel qui est assez complexe, qui n'est pas nécessairement dans la langue chinoise et ainsi de suite, enfin la langue natale du pays du fournisseur, et il n'y a pas nécessairement d'explication derrière. Et ensuite, avec cette Communication Template remplie, qui peut aussi avoir des erreurs humaines, mais ça c'est quand même un détail important, c'est renvoyé donc à l'importateur. L'importateur est ensuite dans la capacité de pouvoir calculer et faire sa première déclaration en format XML, où il le met sur la plateforme de la Commission européenne pour par la suite faire des paiements, pour déclarer et par la suite faire des paiements en termes de MACF. Mais vraiment, ici, ce qui est important à savoir, c'est que cette Communication Template, elle est liée à obtenir des valeurs réelles, parce qu'il faut comprendre qu'il y a deux types de valeurs. Donc, petite parenthèse, ce que je disais déjà, mais le marché anglais qui va avoir pour son propre MACF, ça c'est sûr, c'est annoncé, c'est 1er janvier 2027, importations hors Angleterre qui arrivent en Angleterre seront impactées par le MACF. Après, de ce qu'on voit jusqu'à présent, il semblerait quand même que le système MACF en Angleterre soit un peu moins complexe que celui qui est en Europe. Très bien. Mais ne soyez pas surpris, j'exagère un petit peu avec cette carte, bien évidemment, mais c'est pour vous prouver un point que le MACF, il est là pour durer et qu'il y en aura d'autres pays qui vont probablement avoir leur propre système MACF. Je sais que l'Australie
ils ont été en discussion récemment, c'était en février qu'il y avait un article qui est tombé dessus, la Turquie également. Enfin voilà, il y a quand même de plus en plus de pays qui vont s'intéresser également sur le sujet du MACF et avoir leur propre système des MACF en place. Maintenant, comme moi je vous disais, à l'heure actuelle, le MACF il est payé basé sur des valeurs réelles ou des valeurs défauts. La partie, ces valeurs réelles, on va y aller plus en détail, je pense, avec la présentation côté vérification avec Benjamin. Mais ce qu'il y a à retenir, c'est que du coup, soit mon fournisseur il est capable de me dire ses émissions, il est capable de remplir ce fichier Excel. Ce fichier Excel, ensuite, par la suite, et c'est pour ça qu'on a Benjamin, doit être vérifié. Maintenant, bien évidemment, ça ne s'arrête pas juste au fichier Excel. Je laisserai Benjamin présenter ça plus en détail par la suite, mais c'est ce qui permet d'avoir des valeurs réelles. Soit mon fournisseur n'est pas dans la capacité ou ne souhaite tout simplement pas m'indiquer ses émissions, et on est sur des valeurs défauts. Maintenant, ces valeurs défauts, elles sont punitives. Elles vont augmenter d'année en année, et c'est lié directement également à ce que je disais au tout début, que quand on partait sur l'ETS et qu'il y avait des passes gratuits, ces passes gratuits qu'il y avait sur l'ETS, ils sont en train d'être retirés petit à petit. Donc en fait, le MACF, il suit aussi cette logique sur les valeurs de défaut et sur le coût qu'il va y avoir derrière. Maintenant, où est-ce qu'on est aujourd'hui? On parle du MACF, parce qu'on a eu la période transitoire de 2023 à 2025, des 1er janvier 2026. 1er janvier 2026, on est dans la phase définitive. C'est-à-dire que maintenant, c'est normalement période transitoire, c'était pour prendre le temps de comprendre comment travailler avec les fournisseurs, ainsi de suite. Mais c'est vrai que nous, on le voit que beaucoup d'importateurs, tout simplement, pensaient qu'entre deux, potentiellement, et je les plains pas un peu, entre deux, la Commission européenne aurait changé d'avis, que peut-être le MACF serait pas arrivé, mais non, en fait, c'était vraiment juste une période de justement pour prendre le temps d'expliquer comment travailler avec le MACF avant que ça soit la période définitive. Mais depuis le 1er janvier 2026, vous êtes dans une obligation de récupérer vos données autour des émissions. Parce que à partir de 2027, vous allez devoir payer. J'ai pas envie d'aller dans tous les détails de ce que vous voyez ici. De toute manière, la présentation vous sera envoyée. Ce qui est à retenir et que je pense qui est le plus important, c'est qu'on est quand même dans un système qui a été présenté, le MACF, mais entre ce qui a été présenté et la mise en place, il y a eu un certain délai sur certains points. À l'heure actuelle, et comme j'aime l'expliquer avec mes importateurs ou avec nos clients, c'est tout simplement que c'est un peu comme rentrer dans un magasin. On a les articles, on a maintenant les prix, ils ont été annoncés récemment, mais on n'a pas encore la caisse. On ne peut pas faire le paiement. Donc on arrive en 2027 et en 2027, je vais devoir payer pour mes émissions MACF de l'année 2026, en plus de devoir détenir déjà 50%, c'est ce que vous voyez en haut à droite, l'obligation de certificat à 50% sur chaque trimestre à partir de 2027. C'est tout simplement pour dire que si, en fait, le but finalement, entre guillemets, de ces 50% pour l'année prochaine, c'est de assurer que vous êtes dans la capacité de payer vos obligations MACF et vos, du coup, vos émissions, votre taxe MACF par la suite. Voilà. Mais de toute manière, voilà, cette partie-là, vous la verrez, je vous l'enverrai également, comme ça vous aurez un peu plus de détails. Mais le plus important, du coup, c'est qu'on est en phase définitive. Depuis le 31 mars, vous devez avoir été enregistré pour être déclarant MACF. Donc c'est, j'importe de l'aluminium au-delà de 50 tonnes, je dois avoir un numéro MACF, qui est finalement mon numéro d'identification, et je dois commencer à récupérer les émissions via ces communication templates de la part de mes fournisseurs pour pouvoir ensuite faire des paiements MACF à partir de 2027. Voilà. Dans tout ça, nous, du BRANC, notre positionnement, ça a été finalement de justement essayer de simplifier le processus, surtout au niveau de la communication template. Donc, je vais brièvement vous expliquer un peu comment nous, du BRANC, on travaille sur le sujet. Mais en fait, l'idée, c'était que au lieu d'avoir des communication templates, qui derrière un fournisseur peut aussi rentrer ce qu'il veut, hein. C'est aussi justement l'importance de la vérification derrière, mais c'est pas nécessairement simple. Il n'y a pas nécessairement d'explication sur comment les remplir. Beaucoup de fournisseurs sont tout simplement pas dans la capacité de comprendre comment récupérer ces émissions. Donc nous, en fait, on s'est basé d'abord sur créer une plateforme qui était axée sur les importateurs, où l'importateur lui-même dans la plateforme peut simplement dire qui sont ses fournisseurs, qu'est-ce qu'il importe, et ensuite la plateforme va identifier qu'est-ce qui est MACF, qu'est-ce qui ne l'est pas. Elle va faire une requête auprès du fournisseur. Le fournisseur a son propre environnement directement dans sa langue, chinois, vietnamien, ainsi de suite, pour remplir des données des émissions au sein de la plateforme, pas via un fichier Excel. La plateforme va le guider petit à petit sur comment remplir ces données et également créer le profil complet de son processus de production, par exemple.
Mais vraiment, le but ici, c'est de simplifier. Une fois que le fournisseur aura indiqué, il est soumis et l'importateur directement, il peut voir en temps réel quel va être le coût MACF sur le long terme. Donc, ça permet d'avoir un peu de forecasting, de savoir quels sont mes coûts liés au MACF par la suite. Mais c'est également de pouvoir ensuite faire sa déclaration MACF, tout en quelques clics au sein de la plateforme. Il n'y a aucun fichier Excel, c'est tout en direct, il n'y a rien à installer, c'est directement un lien sur Google Chrome par exemple, vous vous connectez et c'est tout. Donc, je vous ai déjà expliqué certains des avantages, mais quelques marques avec qui on travaille, par exemple Orsted, on est quand même beaucoup axé sur travailler avec des intermédiaires tels que ALS Customs, pour la simple et bonne raison que c'est eux-mêmes qui, déjà de un, les importateurs, ils posent souvent des questions à qui, pour ce qui est autour du MACEF, à l'intermédiaire avec qui ils travaillent, mais aussi dans le cas de la représentation indirecte, donc avoir besoin également de faire la déclaration MACEF. Donc on a quand même un panoplie de clients assez intéressant à ce niveau-là. Voilà. Je me permets de continuer. Donc comme je vous l'ai dit, c'est vraiment sous tout dans un clic, juste un peu de visuel à ce niveau-là. Pas trop d'informations, mais en fait là c'est plus important, c'est donc notre approche, et c'est aussi pourquoi par exemple on travaille avec Benjamin en tant que partenariat, c'est que du coup le MACF qui est quand même assez complexe a un impact de A à Z, c'est pas juste sur la partie déclaration, c'est aussi moi demain j'ai besoin de remplir ce communication template, peut-être que mon fournisseur a besoin que quelqu'un aille le voir, l'aide, donc on va avoir par exemple des consultants en partenariat, mais ces consultants derrière, peut-être qu'ils ont besoin d'être éduqués sur comment fonctionne le MACF, ou peut-être l'importateur lui-même souhaiterait justement être éduqué sur comment fonctionne le MACF, quelles sont les obligations, ainsi de suite, parce que c'est vrai que ça n'a pas nécessairement été très bien communiqué à ce niveau-là. Donc, c'est ce qu'on a, par exemple, avec l'Académie MACF, qui est rattachée avec un de nos partenaires, qui est l'Association internationale du MACF, qui est le IACBAM, IACBAM, et du coup, eux sont plus axés sur la partie éducationnelle. Ensuite, du coup, il y a la plateforme au sein de ça, ce que je vous disais, plateforme d'automatisation qui est ici. Et ensuite, il y a les différents appuis qui se focalisent autour de la plateforme, mais également, par exemple, voilà, pourquoi on a Benjamin qui est avec nous aujourd'hui, non seulement pour la partie vérification pour ce webinaire, mais aussi parce que par la suite, ces mêmes importateurs auront besoin que leurs émissions qui ont été indiquées par leurs fournisseurs soient vérifiées pour qu'ils restent sur des valeurs réelles. Parce que si les valeurs réelles ne sont tout simplement pas vérifiées, on passe automatiquement sur des valeurs de défaut. Elles ne tiendront pas, finalement, si on peut dire. Donc voilà, ça vous donne un peu une idée plus globale sur notre approche au sein de Dubank. Bon, inutile de dire, mais on est aussi certifié ISO 27001, donc vous êtes quand même en bonnement au niveau des data protection, etc. Et c'est justement Bureau Veritas qui nous ont aidés à ce niveau-là, donc ce qui est super. Je vais continuer, et c'est là que je vais faire la connexion pour Benjamin, mais comme je vous indiquais, les valeurs de défaut sont punitives. Et là, vous avez en fait quelques captures d'écran de la plateforme de Dubank. Et là, ce que vous voyez, c'est donc, moi, je suis importateur, j'apporte ce bien-là, ce code marchandise, donc chapitre 76. Combien ça me coûterait si j'étais en valeur de défaut? Donc, si j'avais un fournisseur, par exemple, aux États-Unis, si mon fournisseur était en Chine, qu'est-ce qui finalement me revient de moins cher? Parce qu'on connaît les valeurs défaut. La Commission européenne nous en a fait part. Donc, aujourd'hui, on sait les valeurs défaut pour pays A, pays 2, pour ce bien. Et là, on voit très bien que pour la Chine, le coût est de 294,91 euros la tonne d'émission. Ce qui est en fait vraiment important à comprendre ici, c'est tout l'intérêt d'avoir des valeurs réelles, c'est que je vous disais, c'est punitif. Et là, par exemple, je vous donne un exemple similaire. On est donc sur chapitre 76, donc ce produit. Si je continue à l'importer depuis la Chine, on va dire sur un poids net de 100 tonnes, et que je reste sur des valeurs de défaut sur le long terme, vous le voyez, 2027, 2028, 2029, et me voilà 2030, voilà combien estimé je vais payer en MACF sur l'année 2030 si je continue à rester sur des valeurs défaut. Maintenant, comme je vous disais, la partie valeur réelle, ça a besoin quand même d'avoir un appui, que ce soit par des personnes comme nous pour les aider, mais derrière, nous, on vous mettra en relation directement avec les vérificateurs tels que Benjamin pour assurer que ces valeurs soient considérées comme réelles. Donc, avant de passer le microphone, de passer la main à Benjamin, y a-t-il des questions sur que ce soit côté MACF, que ce soit côté plateforme de Dubank? Je me permets de regarder dans la conversation.
Je vois rien pour l'instant. De toute manière, on aura 15 minutes à la fin pour 10-15 minutes à la fin pour toutes vos questions. Benjamin, est-ce que tu voulais ajouter quelque chose sur ce que j'ai présenté jusqu'à présent ou est-ce que tu veux prendre l'avant? Non, j'ai eu des petits soucis de connexion. Est-ce que vous m'entendez bien? Moi, je t'entends. Ouais. Ok, j'ai la connexion qui a sauté un petit peu, je suis navré. Non, je veux juste compléter quelques-uns de tes propos avant d'aller sur ma présentation. Enfin, UK CBAM, c'est pas uniquement l'Angleterre, c'est toute la Grande-Bretagne. Oui, Donc c'est pardon. juste une petit Ouais, complément. Pour important. ce qui s'agit de la clause de minimis, je pense qu'elle est effectivement elle fait partie des sujets qui pourraient être débattus, mais à date, nous, d'un point de vue vérificateur, on s'arrête au texte existant et donc tout ce que je vais présenter dans ma présentation ne rentre pas dans un cadre de spéculation quelconque. Donc, moi, je ne parlerai pas des propositions éventuellement. Donc, pour moi, la clause de minimis, elle est aujourd'hui à 50 tonnes. Auparavant, c'était une clause différente. Ils ont changé l'approche sur la clause de minimis entre la version initiale de la proposition et la version approuvée pour justement éviter d'avoir trop d'acteurs dans le scope. Donc, est-ce que la clause de minimis sera changée? Je ne sais pas, on verra. Juste avant d'aller sur la présentation, rappeler aussi que CBAM et MACF est intimement relié à l'EU-ETS, donc SEQE, système d'échange des quotas d'émissions en français, et que du coup, vous êtes peut-être familier avec le fait que demain, en théorie, si la Commission tient le planning, demain, on devrait avoir la publication par la Commission européenne de la proposition de révision pour le système d'échange des quotas d'émissions, donc le UETS. Et dans cette proposition, qui sera bien sûr sujette à débat entre le Parlement et le Conseil, il pourra y avoir aussi quelques changements, notamment au niveau de ce qu'on appelle les free allocations, donc les allocations gratuites, et qui pourraient aussi évidemment avoir un impact à terme sur le MACF. Mais bon, à date, aujourd'hui, on va se focaliser sur les textes tels qu'ils ont été adoptés et tels qu'ils existent aussi du côté du SEQE. Voilà, donc je vais commencer ma présentation. Tout d'abord, je voudrais remercier Loïc et l'équipe du Brinq pour nous avoir offert la possibilité de présenter le point de vue vérificateur. Et juste un petit discours. Ah, il semblerait. Oui, je vois la réaction du côté ça. Benjamin, t'as coupé là quelques secondes, on t'a pas Ah, entendu. excusez-moi, je recommence. Non, je disais, je remerciais là, désolé, le Wi-Fi semble un petit peu difficile au bureau aujourd'hui. Je disais on était ravis de répondre à la sollicitation de Dubrinq pour faire ce webinaire et rappeler également qu'en tant que vérificateur, on est indépendant de Dubrinq et tous les vérificateurs devront avoir effectivement la même position pour respecter le principe d'impartialité. Donc, quand des partenaires tels que Dubrinq vont pouvoir fournir des solutions digitales ou du conseil, nous, on est indépendant à chaque fois et quand on va délivrer la vérification, c'est important de garder cette position d'impartialité et d'indépendance. C'était le petit disclaimer du vérificateur que je suis. Je vais essayer de partager mon écran en espérant que la connexion ne saute pas en passant. Hop. Et non, si tu veux me l'envoyer, que je la partage de mon côté, on peut essayer. S'il y a le moindre problème, pas de souci. On va essayer comme ça et puis au pire, Mhm. j'essaierai de couper la caméra. Est-ce que vous voyez mon écran? Top. Allez, c'est parti. Oui. Donc aujourd'hui, je vais vous parler évidemment des enjeux de vérification. Avant cela, je vais présenter rapidement Bureau Veritas en tant que société pour ceux qui ne nous connaissent pas. Je serai assez rapide sur cette partie Bureau Veritas. Et ensuite, on ira sur la vue d'ensemble du MACF et en particulier sur le point de vue d'un vérificateur pour enfin terminer par quelques références côté Bureau Veritas et comment on peut vous accompagner en tant que vérificateur. Donc, Bureau Veritas, en bref. Donc, nous, Bureau Veritas, on est une société cotée au CAC 40. Au cœur de notre mission, c'est de bâtir un monde de confiance. Et donc, pour ce faire, en fait, la stratégie Bureau Veritas, elle est articulée autour des principes de durabilité. Et une grosse partie des enjeux et des services que l'on va déployer entre maintenant et 2028, qui correspondra à notre 200e anniversaire, puisque Bureau Veritas a été fondé en 1828, on focalise la durabilité comme vraiment un pilier essentiel de notre stratégie de croissance. Et donc, tout ce qui va toucher aux émissions de gaz à effet de serre, aux aspects sociaux, aux aspects environnementaux ou aux principes de gouvernance vont vraiment être au cœur de la stratégie Bureau Veritas sur tous les piliers
que compose la compagnie Bureau Veritas, à savoir l'industrie, les bâtiments, infrastructures, les biens de consommation, la certification et la marine et offshore. Concrètement, en quelques chiffres, Bureau Veritas, on a fait un chiffre d'affaires en 2025 de 6,4 milliards d'euros. Ça correspond à 82 000 collaborateurs dans le monde entier. Et je pense que ces éléments, et en particulier le dernier sur le nombre de collaborateurs, il est particulièrement important dans le cadre de CBAM, et en particulier de noter le fait qu'on est un acteur global. Et c'est un élément essentiel quand on va parler du sujet MACF, parce qu'aujourd'hui, même s'il s'agit d'une réglementation européenne, il y a effectivement une grosse partie de la vérification qui va avoir lieu en dehors des frontières de l'Union européenne. Et c'est une vraie force pour une société comme Bureau Veritas d'avoir des équipes en Asie, au Moyen-Orient, en Afrique ou aux Amériques, où on peut compter sur des équipes déjà formées au sujet gaz à effet de serre qui vont pouvoir devenir des vérificateurs qualifiés et accrédités selon les exigences MACF. Maintenant, sur la partie durabilité en tant que telle, juste pour mettre en évidence l'approche telle qu'on la déploie au sein de Bureau Veritas. Donc, on la déploie autour de deux grands piliers. Les parties services de transition qui vont vraiment toucher aux services associés à la durabilité. Je détaillerai cette partie après. Et les parties objets verts, donc en fait, qui vont concerner l'ensemble des actifs. Donc, typiquement, une ferme de panneaux photovoltaïques, une ferme d'éoliennes, un combustible renouvelable, un biofuel. Ça va être un objet vert pour nous. Et tous les services qui vont être vendus associés à ces actifs verts vont rentrer dans la catégorisation objet vert. Mais je n'ai pas spécialement envie de rentrer trop dans le détail non plus de cette catégorisation, juste pour mettre en avant comment nous, on va structurer notre portefeuille durabilité autour de 5 grands piliers. Celui qui va nous intéresser aujourd'hui en particulier, ça va être le pilier carbone et climat, dans lequel vous allez avoir beaucoup de sujets autour des vérifications des émissions de gaz à effet de serre, mais aussi des services que l'on va pouvoir vendre à des clients et partenaires autour de l'adaptation au changement climatique ou aux analyses de cycle de vie, par exemple. On est également présent avec certains acteurs aujourd'hui dans l'audience sur les sujets de chaîne d'approvisionnement, et c'est en particulier vrai aussi quand on va toucher au sujet MACF, où le scope 3, évidemment, est particulièrement important, et les sujets produits et circularité, où on va toucher aux sujets tels que le recyclage, l'éco-conception et l'analyse de cycle de vie des produits. Mais pour aujourd'hui, le sujet c'est MACF, donc je ne vais pas passer trop de temps sur Bureau Veritas. Si vous avez des questions plus larges sur le scope de Bureau Veritas et comment on peut vous accompagner, je reste dispo à la fin de ce webinaire ou après pour aborder le spectre plus large de notre offre de service. Et maintenant, on va rentrer dans le cœur du sujet de la présentation avec donc le sujet MACF, et je voudrais commencer ma partie par rappeler quels sont les rôles et obligations de chacun. Donc aujourd'hui, évidemment, dans la majeure partie des personnes présentes dans ce webinaire vont agir en tant qu'importateurs au sein de l'Union européenne. Et donc, dans le cadre du MACF, le rôle principal sera de devenir déclarant autorisé. Et là, c'est un rôle qui est quand même très critique et il faut, de manière assez urgente, si vous ne l'avez pas déjà fait, entamer les démarches auprès de l'autorité compétente pour devenir déclarant autorisé, puisque c'est vraiment l'élément essentiel qui va activer tout ce qui va suivre ensuite en termes d'achat des certificats MACF, mais aussi pour accéder tout simplement au registre MACF, qui sera la plateforme de suivi finalement des données, des missions, le point de contact avec le vérificateur, le point de contact avec vos exportateurs, vos fournisseurs. Maintenant, je pense qu'il est important aussi de bien avoir en tête que pour nous, en tant que vérificateurs, la grosse partie de la vérification MACF aura lieu en dehors des frontières de l'Union européenne avec les producteurs qui seront vos fournisseurs. Donc là, le rôle d'un producteur, ça va être vraiment de collecter, de structurer et bien sûr de calculer les émissions. Et il aura une responsabilité essentielle puisque c'est sur lui que va peser la responsabilité finalement de définir si oui ou non il va vous fournir plutôt des valeurs par défaut ou s'il va vous fournir des données primaires, auquel cas il faudra qu'il passe par la case vérification par un organisme tiers accrédité tel que Bureau Veritas. Et c'est vraiment cette partie aujourd'hui sur laquelle je voudrais insister et sur laquelle je me tiendrai disponible à la fin de ma présentation pour répondre à toute question éventuelle.
Avant d'aller dans le détail de la mécanique de la vérification, juste pour mettre en avant les risques et sans vouloir paraître trop anxiogène, mais je pense que c'est important d'avoir une vision assez holistique des risques associés à une réglementation pour justement pouvoir les mitiguer, les réduire et surtout les gérer de manière la plus optimisée possible. Donc, il y a bien entendu un risque financier, puisque si vous n'obtenez pas des données primaires qui seraient vérifiées, vous allez devoir dépendre de données par défaut. Et comme l'indiquait Loïc à fort juste titre précédemment, les valeurs par défaut sont définies par la Commission européenne comme étant très conservative. Il y a un markup significatif qui a été indiqué, donc forcément, ça sera pénalisant d'un point de vue financier. D'un point de vue opérationnel, bien entendu, puisqu'une non-conformité avec les exigences MACF entraînera forcément des pertes de droits d'importation et tout ce qui va avec concernant les relations avec les autorités douanières de votre pays, bien entendu. Le risque commercial, qui est bien entendu également pas à négliger, et puis forcément le risque de conformité réglementaire. Ensuite, au-delà donc des risques, je pense qu'il est important de bien avoir en tête les défis auxquels vous devez répondre en fait dans le cadre de MACF. Aucun d'eux n'est insurmontable, mais c'est important de les avoir bien en tête au moment d'engager dès maintenant, et probablement vous l'avez déjà fait, avec vos fournisseurs et dans le cadre de la stratégie MACF que vous allez devoir construire entre maintenant et un horizon 4 à 5 ans. Donc la première des étapes consistera bien entendu à renforcer la formation des collaborateurs, puisqu'en tant qu'apportateur, vous aurez la responsabilité de la conformité avec les exigences MACF. C'est très important d'être certain que vos collaborateurs en charge des déclarations seront sensibilisés et formés aux enjeux du MACF. Dans un second temps, évidemment, engager avec vos fournisseurs pour obtenir des données fiables et structurer la collecte des données, puisque ce n'est pas toujours aussi simple que de se dire « je vais contacter mon fournisseur de rang 1 » et obtenir les données primaires. Souvent, il y a des précurseurs. Donc, il faut s'assurer que votre fournisseur de rang 1 a bien collecté et obtenu des données vérifiées dans la configuration où il dépendrait de précurseurs qui tomberaient aussi sous le scope d'une vérification MACF. Et probablement que vous aurez aussi des sujets à intégrer d'un point de vue clause contractuelle et d'un point de vue stratégie de hedging, d'exposition des coûts MACF, puisque même si dans un premier temps, les coûts de CBAM, le prix d'un certificat CBAM est défini de manière trimestrielle, à terme, ce sera un coût qui sera déterminé d'un point de vue sur une régularité hebdomadaire. Et donc, il va falloir s'adapter à ça et acheter finalement les certificats MACF au bon moment. Donc, en substance, le MACF va vous obliger à transformer finalement la fonction d'achat et d'engagement avec vos fournisseurs selon un pilotage par l'empreinte carbone pour ensuite évaluer au mieux votre exposition financière vis-à-vis du MACF, d'autant plus que, et Loïc l'a mentionné précédemment, MACF tel qu'il est défini aujourd'hui concerne les 6 commodités que Loïc a présentées, mais dans un second temps, et ça va être l'objet de beaucoup de débats d'ici la fin d'année, le scope du MACF va être étendu. Donc là, il faudra bien entendu essayer d'anticiper au mieux cette extension de scope pour être en conformité de manière la plus optimale possible. Maintenant, je vais rentrer un peu dans le cœur de la mécanique de la validation et de la vérification. Juste un petit point d'étape pour être sûr que tout le monde m'entend bien, vu que j'ai des petits soucis de connexion. Vous m'entendez toujours bien, Loïc? C'est OK? Pour le moment, c'est bon. Allez, top. Donc, je continue. Donc, juste un petit aparté sur la partie validation-vérification. Donc, pour être clair sur qu'est-ce qui est attendu quand on dit, parce que dans le cadre du MACF, on va souvent entendre dire qu'il faut que les données primaires soient vérifiées par un organisme accrédité. C'est vrai. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire concrètement l'accréditation? Et qu'est-ce que vous devez vérifier, vous, en tant qu'importateur, si vous voyez finalement un rapport de vérification d'un organisme tiers indépendant? Il faut être clair que les activités d'accréditation, il y en a beaucoup. Aujourd'hui, ce qui va nous intéresser dans le cadre du MACF et dans le cadre, de manière générale, des émissions de gaz à effet de serre, c'est ce qu'on appelle la validation et vérification. Validation et vérification sont 2 termes qui peuvent paraître similaires, mais qui ont des scopes très différents. Quand on définit d'un point de vue accréditation une validation, on parle de données futures. Donc, on va finalement valider, évaluer des données futures. Donc, dans le cadre d'un scope MACF, finalement, on va valider
un plan de surveillance. Donc, c'est quelque chose qui va expliquer comment on va collecter la donnée, mais qui n'est pas encore arrivé. On ne va pas avoir une vision dans le passé de données de consommation de combustible ou de données d'émissions de gaz à effet de serre réelles. C'est là où la vérification intervient. La vérification, on regarde dans le passé des données réelles. La validation, on regarde dans le futur et on anticipe ce qui va arriver. Ce qui régit la validation et la vérification, c'est l'ISO 17029, qui est vraiment le cœur de l'accréditation. Donc aujourd'hui, un vérificateur, l'accréditation qu'il va devoir mettre sur la table, c'est une accréditation 17029 qui repose sur des standards d'accréditation sectorielle que vous pouvez voir à l'écran, l'ISO 14065, 14066 et 14064-3. Ça, c'est nos ISO finalement qui vont définir les principes généraux de vérification et de validation des émissions de gaz à effet de serre. Et le dernier point, c'est l'échelon du sous-secteur. C'est là où vont arriver les exigences MACF, avec des exigences bien entendu définies par la Commission européenne, par le législateur, qui vont aller donner un niveau de granularité plus important sur les méthodologies et les attentes d'un point de vue validation-vérification. Donc c'est important d'avoir ces 4 niveaux en tête, d'autant que ces 4 niveaux, finalement, vont se compléter d'un 5e niveau qui va être au niveau de l'installation. C'est-à-dire que moi, aujourd'hui, si j'ai une aciérie en Turquie, par exemple, je vais suivre forcément les exigences du MACF. Il va falloir que je monte un plan de surveillance qui va répondre aux exigences de MACF et qui va rajouter, au-delà du standard d'accréditation sectorielle et du tout-secteur MACF, mon implication, mon implémentation des exigences pour mon cas spécifique de mon installation. Hop, j'avance. Aujourd'hui, où on en est, nous, côté Bureau Veritas, d'un point de vue accréditation, parce que c'est un peu probablement la question qui brûle les lèvres de beaucoup de nos participants aujourd'hui. Donc, nous, on est accrédité à Bureau Veritas sur l'EU ETS, donc l'EU SEQE en français. Donc, on fait de la vérification des systèmes d'échange des quotas d'émissions dans l'ensemble de l'Union européenne, globalement. On est accrédité en France, mais aussi en Italie, au Danemark, en Grèce et dans d'autres pays. Et on est en cours d'accréditation pour MACF. Donc, à l'heure où on se parle aujourd'hui, on est en train d'échanger avec des organismes nationaux d'accréditation pour obtenir une accréditation que l'on devrait obtenir, on espère, courant septembre, pour être en mesure bien entendu, de délivrer des vérifications selon l'exigence du MACF, à savoir en 2027 sur les données de 2026. Et on espère obtenir cette accréditation en septembre, encore une fois, et dans un monde idéal, commencer à faire le travail de vérification aussitôt que possible. Dans l'attente de cette vérification, il est quand même assez important de garder en tête qu'on peut déjà faire ce qu'on appelle de la pré-vérification. Donc, ce n'est pas une vérification qui va vous permettre d'être en conformité avec les exigences MACF, mais c'est finalement un genre d'audit à blanc qui va vous permettre d'évaluer l'écart qu'il existe entre, c'est plutôt pour les fournisseurs d'ailleurs que pour l'importateur, mais pour une installation, si je reprends mon exemple de la Turquie précédemment, si j'ai une aciérie en Turquie, je peux me dire, je veux mitiguer mon risque d'exposition MACF, je vais faire une pré-vérification pour m'assurer qu'au moment où je vais dérouler la vérification sous accréditation, j'ai finalement anticipé la majeure partie des jalons et donc je n'aurai pas de mauvaises surprises en théorie. Donc on a beaucoup aujourd'hui, nous, côté Bureau Veritas, de demandes de pré-vérification dans le monde entier, en particulier en Asie et au Moyen-Orient, mais aussi ailleurs, pour anticiper au mieux la conformité MACF. Juste pour être clair, cette pré-vérification n'enlève rien au scope qui devra être fait d'un point de vue vérification sous accréditation. C'est important. Il semble avec la connexion de Benjamin. Je peux le rappeler. Et c'est Non. pas. Benjamin, ta connexion a coupé quelques secondes. Ouais. Vous m'avez perdu. J'ai vu que Pedro m'a mis un pouce négatif. Je sais pas. On a des emojis quand même. Merci Pedro. Ouais. Merci Pedro. J'espère que vous m'entendez de nouveau. Là, c'est bon. Ouais. Ouais, j'essaie de reprendre. Et encore une fois, je suis navré pour ces problèmes de connexion. Pour être assez rapide, parce que je vois que l'heure tourne sur les étapes clés d'un cycle de vérification. Aujourd'hui, vous pouvez donc j'en ai mis 3 là sur cette slide, mais globalement, il y en a à peu près 4. Donc la première étape, évidemment, ça va être l'engagement avec le fournisseur, avec l'entité qui sera en dehors de l'Union européenne, donc l'exportateur d'un point de vue MACF.
On va discuter donc d'un point de vue contractuel. Et la première étape que vous pouvez voir à l'écran ici, ça va être l'étape de planification et d'évaluation des risques. Cette étape, elle est essentielle d'un point de vue vérification, puisqu'elle va nous permettre de comprendre l'installation et de définir le plan de vérification. Donc, on va dérouler ce qu'on appelle une analyse de stratégie. Donc, globalement, une analyse de stratégie, c'est quoi? C'est se dire, OK, d'un point de vue vérificateur, quelle est l'installation auquel je vais avoir à faire face et qu'est-ce que je vais vérifier? C'est vraiment quel secteur, quel processus de fabrication, quel code CN, etc. Une fois qu'on a cette analyse de stratégie faite, on va faire une analyse de risque où là, on va se dire, OK, quels sont les risques que dans le rapport d'émission, on fasse face à des irrégularités ou des inexactitudes. Et c'est ce qui va nous permettre de déterminer le plan de vérification. Une fois qu'on a le plan de vérification, qui va déterminer notamment le plan d'échantillonnage, on va dérouler à l'étape 2 la partie vérification en tant que telle. Là, je ne vais pas rentrer dans le détail de toutes les étapes, mais globalement, on va faire une visite sur site, puisque MACF exige une visite sur site pour avoir une assurance raisonnable. La première année et la deuxième année, il faut toujours avoir ce même niveau d'assurance raisonnable, mais on peut, sous certaines conditions assez exigeantes, assez strictes, se dispenser d'une visite sur site sous réserve que l'assurance raisonnable pourra être conservée. Globalement, une visite sur site par an et une vérification, donc ce sera l'étape 2. Et l'étape 3, où là, on va rentrer dans une phase où finalement, on va évaluer la conformité de ce qu'on a vu et émettre un avis de vérification motivé, et potentiellement avoir un aller-retour entre le fournisseur et le vérificateur, parce que c'est très rarement, on va dire, un cycle qui se termine en une fois. Donc souvent, nous, en tant que vérificateur, on va aller sur site, on va dérouler notre processus et on va trouver peut-être des irrégularités, des inexactitudes. Et il va y avoir un aller-retour avec le fournisseur qui va corriger. Et dans la mesure où il sera en mesure de corriger, on émettra ensuite notre opinion qui sera favorable ou défavorable. J'avance juste, bon ça je l'ai déjà répété, c'est une slide un petit peu de synthèse. Globalement, quelles sont les ambitions? Donc visite sur site obligatoire la première année, ça j'insiste, c'est quand même assez important à avoir en tête. J'insiste aussi, peut-être un point qui n'apparaît pas sur cette slide, mais dans le cas où il y aura des précurseurs qui sont dans le scope CBAM, dans le scope MACF, ils devront aussi arriver avec leur vérification. Donc c'est important de bien avoir en tête que MACF ne se limite pas au rang 1, mais ça va bien au-delà. Et le niveau d'assurance attendu sur un scope MACF, similaire à celui d'un EUETS, ce sera une assurance raisonnable qui sera attendue de la part d'un vérificateur, encore une fois, accrédité. Donc assurez-vous bien que le vérificateur soit accrédité suivant la norme ISO 17029. Je suis à peu près. Veritas vous a encore perdu, c'est ça? Ça a duré, c'était une millième de seconde, ça allait encore. Je sens que on est sur la brèche, donc j'essaye d'aller vite sur les slides, peut-être ça sauvera un petit peu de bande passante. Pourquoi? Il n'a pas de chance, Beau Benjamin, aujourd'hui. Il vient de le repère. Plus par avance à tout le monde. J'en profite, vous avez en bas l'option de mettre la main en l'air pour poser des questions. Si vous en avez, n'hésitez pas à mettre la main en l'air. Le petit emoji où il y a une petite main, vous pouvez cliquer dessus, on passera sur les questions par la suite. Vous m'entendez plus? Si, Benjamin, on t'entend, c'est tout. Bon, non, mais juste pour rappeler donc pourquoi Bureau Veritas est un partenaire de confiance sur ces sujets, parce qu'on fait de la vérification carbone et gaz à effet de serre sur le UETS, sur des marchés carbone volontaires. On est aussi actif sur des marchés de conformité carbone au-delà de l'Union européenne. Donc on agit notamment comme vérificateur sur CCTS, qui est le système finalement carbone en Inde, et sur beaucoup d'autres. Donc voilà, on a des fondations qui sont solides sur l'ensemble des commodités qui tombent dans le scope de MACF et un pool de vérificateurs de plus de 750 experts mondialement. Et donc, on se tient bien entendu à votre disposition. J'ai mis quelques références clients sur cette slide. Je vais évidemment pas les parcourir les uns après les autres, mais voilà, les slides seront partagés et on a globalement un scope qui nous permet de couvrir l'ensemble des commodités CBAM. Et notamment en particulier aluminium, forcément, acier, ciment et fertilizer. Voilà, encore une fois, toutes mes excuses pour la piètre qualité de la connexion. J'espère que vous avez quand même pu suivre la majeure partie de ma présentation et je me tiens disponible si vous avez des questions, soit dans le chat, soit en levant votre main ou soit suite à ce webinaire. Merci beaucoup pour votre attention.